Une épidémie mystérieuse frappe 63 habitants simultanément. Le Dr Reeves découvre que Morrison a empoisonné leurs provisions d'urgence grâce à des tests de cuisson révélant des anomalies colorimétriques, mousse verdâtre, teinte rosée suspecte. Il soigne tous les malades avec des antidotes naturels, prouvant que l'observation médicale traditionnelle bat les manipulations biologiques modernes. Épisode 8. Bonne écoute. Les feuilles d'automne craquent sous les pas de Pierre Moreau, tandis qu'il arpente les allées du village au petit matin. 52 ans, ancien professeur d'histoire au lycée, il a trouvé dans cette communauté autonome un nouveau sens à sa vocation d'enseignant. Mais ce matin-là, ses pas le mènent vers la lisière du village, là où commence le monde extérieur qu'ils ont quitté. 3 semaines ont passé depuis que le Dr Reeves a déjoué l'empoisonnement orchestré par Morrison. 3 semaines pendant lesquelles la communauté a consolidé son autonomie médicale, ajoutant cette compétence cruciale à leur arsenal de survie. Mais Pierre ressent une inquiétude grandissante. Chaque victoire contre Morrison semble creuser un peu plus le fossé qui les sépare du reste du monde. Il observe au loin les tours de la métropole qui se dressent dans la brume matinale, ces géants de verre et d'acier où vivent encore des millions de personnes sous le contrôle total du système. Des gens qui ignorent tout ce qui se passe ici, de cette expérience d'autonomie qui pourrait changer leur vie. « Nous sommes en train de devenir une île », murmure-t-il pour lui-même, sa voix portant dans l'air froid du matin. De retour au village, Pierre trouve Thomas près de la fontaine centrale, consultant les rapports matinaux que lui transmettent les équipes de surveillance de Catherine. L'ancien journaliste a vieilli ces derniers mois, le poids de la responsabilité communautaire marquant ses traits de nouvelles rides. « Thomas, » dit Pierre en s'approchant, « j'ai réfléchi à notre situation. Nous résistons brillamment aux attaques de Morrison, mais nous restons isolés. Combien de temps pourrons-nous tenir seuls ?» Thomas lève les yeux de ses papiers. « Que suggères-tu ? » « Il faut sortir de l'isolement, parler aux autres, témoigner de ce que nous avons accompli ici. » « Pierre, tu sais bien que nos communications sont surveillées, nos déplacements sont contrôlés. Comment veux-tu... » « Comme nos ancêtres l'ont fait pendant des millénaires, avec notre voix, en allant à la rencontre des gens, village par village, communauté par communauté. » Thomas fronce les sourcils. « Mais tu parles de quoi exactement ?» Pierre s'assoit sur le rebord de la fontaine, ses yeux s'animant avec la passion qu'il habitait autrefois devant les classes. « D'une tournée de témoignages, de récits, je vais raconter notre histoire, comment nous avons échappé au contrôle, comment nous avons redécouvert nos capacités humaines et comment nous avons résisté aux manipulations. » « Pierre, c'est dangereux. Morrison ne te laissera pas faire. »« Morrison peut contrôler les médias, censurer Internet, couper les communications électroniques, mais il ne peut pas empêcher un homme de parler à d'autres hommes. » Thomas réfléchit en silence, pesant les risques et les opportunités. Autour d'eux, le village s'éveille progressivement. Les enfants partent pour leurs leçons avec le Dr Reeves. Catherine organise ses équipes d'observation. Marcus révise ses comptes avec Jean. Cette communauté fonctionne, prospère même. Mais pour combien de temps si elle reste isolée ? « Raconte-moi ton plan, » dit finalement Thomas. Pierre explique sa vision avec l'enthousiasme du pédagogue qu'il a toujours été. Les villages environnants, les petites villes, les communautés rurales, partout où les gens commencent à douter du système, je vais leur raconter ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris et ce qui est possible. Et comment comptes-tu t'y prendre ? Avec les techniques que j'utilisais en classe, mais adaptées. L'art de captiver un auditoire, de rendre une histoire irrésistible, de faire passer des idées complexes à travers des récits simples. Thomas comprend l'intelligence de la proposition. Tu veux transformer notre expérience en histoire inspirante ? Oui, tout à fait. Mais une histoire vraie, authentique, sans déformation ni propagande, juste le récit honnête de ce que nous avons découvert. L'assemblée matinale se tient 1 heure plus tard. Pierre expose son projet devant les 300 habitants rassemblés dans la cour centrale. L'atmosphère est attentive mais inquiète. « Mes amis, » commence Pierre avec la voix posée qui captivait ses élèves, « nous avons accompli quelque chose d'extraordinaire ici. Nous avons prouvé qu'une autre façon de vivre était possible. Mais cette découverte, nous la gardons pour nous. » Marcus intervient. « Pierre,
Partager nos connaissances, c'est prendre le risque d'attirer l'attention de Morrison. Marcus, Morrison, il sait déjà ce que nous faisons. Il nous surveille, il nous attaque, il essaie de nous détruire. Notre secret n'en est plus un. Sarah, qui développe constamment son ouïe fine, ajoute « Et si vous vous faites arrêter, si Morrison vous empêche de parler ?» Pierre sourit. « Sarah, j'ai enseigné l'histoire pendant 28 ans. J'ai appris à faire passer des idées même dans les circonstances les plus contraintes. Sous toutes les dictatures, il y a toujours eu des enseignants pour transmettre la vérité. » Elena, analytique comme toujours, pose la question pratique. « Pierre, comment allez-vous procéder concrètement ? Vous ne pouvez pas organiser des meetings publics. » « Non, mais je peux organiser des rencontres informelles, des discussions dans les cafés, des conversations sur les marchés, des veillées dans les foyers ruraux. L'art de la parole, Elena, c'est justement de s'adapter à tous les contextes. » Dr. Reeves, qui a développé une grande confiance dans les compétences humaines traditionnelles, acquiesce. « Oui, Pierre a raison. Pendant des siècles, les connaissances se sont transmises par la parole. C'est même plus fiable que l'écrit. » Catherine observe attentivement les réactions de l'Assemblée. « Pierre, vous pensez pouvoir convaincre des gens de nous rejoindre ? » « Ce n'est pas mon objectif premier, Catherine. Mon objectif, c'est de planter des graines, de montrer aux gens que d'autres choix existent, que nous ne sommes pas condamnés à subir le système. » Manon, qui depuis sa rédemption cherche à réparer ses erreurs, lève la main. « Monsieur Pierre, je pourrais vous accompagner ? Je connais les techniques de persuasion de Morrison. Je pourrais vous aider à les contrer. » Pierre la regarde avec bienveillance. « Manon, ta connaissance de leur méthode sera précieuse, mais ce voyage, je dois le faire seul. Un groupe attirerait trop l'attention. » Jean, pragmatique, pose la question logistique. « Comment voulez-vous vous déplacer sans être repéré ? Vos papiers d'identité vous trahiront. » Pierre sort de sa poche une carte d'identité usée. « Jean, j'ai encore mes anciens papiers de professeur. Officiellement, je suis toujours un enseignant à la retraite en voyage d'études historiques. » Thomas comprend que Pierre a mûrement réfléchi son plan. « As-tu déjà choisi tes destinations ? » « Oui, 3 villages dans un rayon d'une 50aine de kilomètres. Assez proches pour que je puisse rentrer rapidement en cas de problème, assez éloignés pour que Morrison ne fasse pas immédiatement le lien. » Kevin, l'apprenti électronicien de Robert, demande « Et comment vous ferez pour communiquer avec nous ?» Robert intervient. « J'ai préparé un petit émetteur portable. Discrètement caché, il pourra envoyer des signaux codés à notre radio principale. » Pierre approuve. « Chaque soir, je transmettrai un rapport. Si je ne donne pas signe de vie pendant 48 heures, considérez que j'ai des problèmes. » Théo pose la question qui inquiète tout le monde. « Monsieur Pierre, vous n'avez pas peur ?» Pierre regarde cet adolescent qui a grandi dans la liberté retrouvée. « Théo, j'ai peur, mais j'ai plus peur encore de voir cette expérience mourir dans l'isolement. Nous avons une responsabilité envers tous ceux qui vivent encore sous le contrôle de Morrison. » Le vote qui suit est serré. 163 voix pour, 137 contre. La communauté autorise Pierre à tenter sa mission, mais avec des réserves. 3 jours plus tard, Pierre quitte le village au volant d'un véhicule prêté par un sympathisant extérieur. Sa première destination, Sainte-Marie-des-Bois, un village rural de 800 habitants à 40 km au nord. Le trajet lui donne le temps de préparer mentalement son approche. Comment raconter l'histoire de leur communauté sans paraître fou ? Comment faire comprendre à des gens habitués au confort technologique que d'autres voies existent ? Sainte-Marie-des-Bois ressemble à des milliers de villages français. Église au centre, quelques commerces, mairie modeste, population vieillissante. Pierre se rend d'abord au café principal, chez Marcel, un établissement qui semble avoir traversé des décennies sans changer. « Un café, s'il vous plaît, dit-il au patron. Un homme d'une 60aine d'années aux mains calleuses. « Vous n'êtes pas du coin, observe Marcel en servant la tasse fumante. Je suis professeur d'histoire, à la retraite. Je fais des recherches sur l'évolution des communautés rurales depuis les années 2020. » La conversation s'engage naturellement. Pierre maîtrise l'art de poser les bonnes questions, d'écouter vraiment les réponses, de faire parler les gens de leurs préoccupations. « Ça a changé, le village.
explique Marcel en essuyant ses verres. Avant, on se débrouillait. Maintenant, tout dépend des services centralisés. L'école fermée, remplacée par des cours en ligne. Le médecin parti, remplacé par des consultations vidéo. Même l'épicerie, c'est devenu un point de retrait pour les commandes internet. Pierre écoute attentivement, prenant la mesure de la nostalgie latente. Vous regrettez l'ancien temps ? Non, pas du tout. Mais on avait notre autonomie, on se connaissait, on s'entraidait. Maintenant, c'est chacun dans son coin, devant son écran. D'autres clients entrent progressivement. Des agriculteurs en pause déjeuner, une institutrice en retraite, un artisan. Pierre adapte instinctivement sa conversation pour inclure tout le monde, utilisant les techniques qu'il a perfectionnées en classe. Vous savez, dit-il en reposant sa tasse, j'ai visité récemment une communauté qui a réussi à retrouver cette autonomie dont vous parlez. L'attention se concentre immédiatement sur lui. Marcel suspend son essuyage, l'institutrice lève les yeux de son journal, l'artisan se rapproche. « Comment ça ?» demande Marcel. Pierre commence son récit. Pas de grands discours, pas de théorie politique, juste l'histoire simple de 300 personnes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur existence. Il raconte Marcus et sa calculatrice mentale, Sarah et son ouïe exceptionnelle, le docteur Reeves et ses remèdes naturels, Catherine et son œil observateur. Il décrit leur maison construite de leurs mains, leur jardin potager, leurs ateliers d'artisanat. Mais comment font-ils pour les papiers, pour les impôts, pour la sécurité sociale ? Demande l'institutrice, pragmatique. Ils ont négocié un statut spécial, une forme d'autonomie administrative en échange de leur autosuffisance. Pierre adapte la vérité sans mentir. Il présente leur situation comme un projet pilote accepté par les autorités, omettant volontairement les conflits avec Morrison. « Et ça marche vraiment ?» demande l'artisan, sceptique. « J'ai vu leurs installations, leurs ateliers, leurs écoles où les enfants apprennent autant avec leurs mains qu'avec des écrans. Ces gens sont heureux, ils sont libres et autonomes. » La conversation se prolonge pendant plus d'1 heure. Pierre sent l'intérêt grandir, les questions se faire plus précises, les regards s'animer. Surtout, il sent pointer cette nostalgie qu'il cherchait, l'envie de retrouver une vie plus authentique et plus humaine. « Ils accepteraient des visiteurs ?» demande finalement Marcel. « Eh bien, je pense que oui, ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli, et ils aiment partager leurs découvertes. » Le soir même, depuis sa chambre d'hôtel, Pierre transmet son premier rapport via le petit émetteur de Robert. Contact établi, réception positive, graines plantées, aucun incident. Les jours suivants, Pierre multiplie les rencontres. Marché hebdomadaire, réunion de l'association des anciens combattants, soirée culturelle à la salle des fêtes. À chaque occasion, il adapte son récit au public, mais le message reste le même. Ailleurs, des gens ont réussi à retrouver leur autonomie. Le bouche à oreille fonctionne. Des habitants des villages voisins viennent l'écouter. Ces conférences informelles attirent de plus en plus de monde. Pierre redécouvre le plaisir de l'enseignement, cette satisfaction unique de voir des visages s'illuminer de compréhension. Sa deuxième destination, Montclair-le-Haut, lui réserve un accueil différent. Village plus prospère, population plus jeune, davantage intégrée au système technologique moderne. Pierre doit adapter son approche. L'autonomie, c'est un retour en arrière, objecte un cadre trentenaire lors d'une discussion au restaurant local. Nous avons évolué, nous avons le confort, l'efficacité, la sécurité. Pierre ne conteste pas directement. Vous avez raison, nous avons gagné en confort. La question est, qu'avons-nous perdu en échange ? Comment ça ? La capacité de réparer nous-mêmes nos objets, la connaissance de ce que nous mangeons vraiment, le contrôle sur nos données personnelles, l'autonomie de décision. La discussion devient plus tendue, mais Pierre maintient son ton respectueux, interrogatif plutôt qu'affirmatif. Il ne cherche pas à convaincre de force, mais à faire réfléchir. « Cette communauté que vous décrivez, dit une jeune femme, ils n'utilisent aucune technologie ? Si, bien sûr, mais ils choisissent leur technologie, ils les comprennent, ils les maîtrisent, ils les réparent, ils ne subissent pas. » Pierre raconte l'atelier de Robert, ses radios artisanales, ses systèmes électroniques compréhensibles et réparables. Il décrit Jean et ses réseaux décentralisés, Marcus et ses calculs mentaux sans calculatrice.
L'idée n'est pas de rejeter la technologie, explique-t-il, mais de retrouver le contrôle sur elle. Progressivement, même les plus sceptiques commencent à s'intéresser. Pierre comprend que sa stratégie fonctionne, ne pas attaquer le système de front, mais montrer que des alternatives existent. Troisième village, Valfleur, communauté agricole en difficulté économique. Ici, l'accueil est immédiatement chaleureux. Ces gens connaissent les inconvénients de la dépendance au système centralisé. Nos exploitations ne sont plus viables, explique un agriculteur lors d'une réunion improvisée dans la salle communale. Trop de normes, trop de contrôles, trop de dépendance aux subventions. Pierre sent qu'il touche au cœur du problème. Et si vous pouviez produire autrement, vendre directement, décider vous-même de vos méthodes? C'est impossible, les réglementations... Écoutez, cette communauté dont je vous parle a trouvé des solutions. Circuits courts, agriculture biologique, transformation artisanale. Ils nourrissent 300 personnes en complète autonomie. L'intérêt est immédiat. Ces agriculteurs comprennent instinctivement l'attrait de l'autonomie alimentaire. Pierre décrit les jardins potagers du village, les techniques du Dr Reeves, les méthodes de conservation traditionnelles. « Et ils accepteraient de nous enseigner ?» demande une jeune agricultrice. « J'en suis certain, ils ont appris l'importance de transmettre. » Cette fois, Pierre sent que le message fait mouche. Plusieurs agriculteurs parlent déjà de visiter cette mystérieuse communauté autonome. Le soir de sa 6e journée de tournée, Pierre transmet un rapport enthousiaste. Mission dépassant les espérances, demande de visite multiples, mouvement d'opinion favorable, demande d'instruction pour suite. La réponse de Thomas arrive rapidement. Excellent travail, mais prudence. Morrison commence à s'inquiéter de votre activité. En effet, dès le lendemain, Pierre remarque des signes de surveillance. Une voiture qui le suit discrètement, des questions plus pressantes dans les hôtels, des regards appuyés dans les lieux publics. Il adapte immédiatement sa stratégie. Plus de réunions fixes, plus d'annonces préalables. Il passe à un mode de communication plus discret. Conversations de comptoir, rencontres fortuites sur les marchés, discussions improvisées. Mais le mouvement est lancé. Partout où Pierre est passé, les gens parlent de cette communauté autonome. L'histoire se propage de village en village, déformée parfois, embellie souvent, mais toujours porteuse du même message. D'autres choix sont possibles. Le 10e jour, Pierre reçoit un message urgent de Thomas. « Rentrez immédiatement, Morrison prépare quelque chose. » Pierre obéit, mais il sait que sa mission est accomplie. Sur le chemin du retour, il croise plusieurs véhicules qui se dirigent vers leur village. Des visiteurs attirés par les récits qu'il a semés. De retour au village, Pierre trouve l'assemblée en effervescence. Thomas l'accueille avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Pierre, nous avons reçu plus de 50 demandes de visite. Des agriculteurs, des artisans, des familles entières qui veulent voir ce que nous avons construit. Mais c'est formidable !» Oui, mais Morrison a réagi. Il fait circuler des messages présentant notre communauté comme une secte dangereuse. Il prépare une contre-offensive médiatique. Elena ajoute. Nos réseaux de surveillance signalent une activité inhabituelle. Convoi de véhicules, équipes techniques, installation de matériel. Pierre réfléchit rapidement. Thomas, nous devons accueillir ces visiteurs avant que Morrison ne réussisse à les dissuader. Organisons des journées portes ouvertes. Mais c'est risqué. Tout est risqué maintenant. Nous avons une fenêtre d'opportunité. Si ces gens voient de leurs yeux ce que nous avons accompli, les mensonges de Morrison n'auront plus aucune prise. Marcus intervient. Oui, Pierre a raison. Nous devons miser sur la transparence totale, montrer que nous n'avons rien à cacher. Dr Reeves approuve. Et nous pouvons leur enseigner nos techniques. Plus de gens maîtriseront ces compétences, moins Morrison pourra les contrôler. Catherine, toujours organisatrice, prend les choses en main. Il faut structurer ces visites, montrer nos réalisations, expliquer nos méthodes, mais aussi sécuriser nos installations sensibles. Et Jean propose « Et si nous documentions tout, nos techniques, nos découvertes, nos méthodes, un guide pratique pour fonder d'autres communautés autonomes ?» L'idée fait son chemin. Pierre comprend que sa mission de témoignage ne fait que commencer. Les jours suivants voient arriver les premiers visiteurs. Des familles entières fascinées par ce qu'elles découvrent. Des agriculteurs qui étudient attentivement les jardins potagers.
des artisans qui examinent les ateliers de fabrication, des enseignants qui observent les méthodes éducatives. Pierre organise des conférences quotidiennes, racontant l'histoire de la communauté, expliquant leurs découvertes, répondant aux questions. Il retrouve son rôle d'enseignant, mais dans un contexte encore plus gratifiant. « Comment avez-vous commencé ?» demande un visiteur. « Par la nécessité », répond Pierre. « Nous avons été forcés de nous débrouiller seuls, et nous avons découvert que c'était possible. Mais nous, dans nos villes, on fait comment ? Commencez petit. Apprenez une compétence manuelle, cultivez quelques légumes, réparez un objet au lieu de le jeter. Chaque petit pas vers l'autonomie vous rend plus libre. » Au bout d'une semaine, une quinzaine de familles demandent officiellement à rejoindre la communauté. D'autres repartent avec des projets de créer leurs propres groupes autonomes. « Pierre, dit Thomas un soir, vous avez déclenché quelque chose d'irréversible. »« J'espère bien. Notre expérience ne peut pas rester unique. Elle doit se multiplier, s'adapter et évoluer. »« Ok. Et Morrison ?» Pierre regarde les lumières du village, ces foyers où des familles redécouvrent l'art de vivre ensemble. « Morrison peut essayer de nous arrêter, mais il ne peut pas arrêter une idée dont l'heure est venue. » Effectivement, les rapports arrivent de toutes parts. Dans 3 villages visités par Pierre, les groupes se forment pour expérimenter l'autonomie alimentaire. Ailleurs, des ateliers de réparation s'organisent. Plus loin, des écoles alternatives voient le jour. Le mouvement dépasse désormais la simple communauté autonome. Il devient un réseau, une philosophie, une alternative concrète au système de contrôle total. « Vous savez ce qui me rend le plus fier ?» dit Pierre lors de l'assemblée du soir. « Ce n'est pas d'avoir convaincu ces gens, c'est de leur avoir montré qu'ils pouvaient se convaincre eux-mêmes. » Sarah sourit. « Vos histoires ont porté plus loin que votre voix. » « Oui, tout à fait. La parole humaine, authentique, véridique, porte toujours plus loin que tous les médias contrôlés. » Manon, qui a beaucoup appris des événements récents, ajoute « Monsieur Pierre, vous nous avez appris que la vérité n'a pas besoin de microphone pour être entendue. » Pierre acquiesce. « Et maintenant, mes amis, nous ne sommes plus seuls. Nous faisons partie d'un mouvement qui nous dépasse. » Ce soir-là, la radio de Robert crépite d'un message de Morrison. « Thomas, nous devons discuter, urgemment. » Thomas prend le micro. « Nous vous écoutons, Morrison. Votre professeur d'histoire cause des troubles dans toute la région. Des groupes se forment, des gens quittent leurs emplois, l'ordre social se dégrade. » Pierre prend le micro. « Morrison, ici Pierre Moreau. Je ne fais que raconter des histoires vraies. Vos histoires déstabilisent le système. Et tant mieux. Un système qui ne supporte pas la vérité mérite d'être déstabilisé. Moreau, vous ne comprenez pas les conséquences de vos actes. » Pierre sourit. « Au contraire, Morrison, je les comprends parfaitement, et elles me rendent très heureux. » La communication se coupe. Autour de Pierre, toute la communauté comprend que la bataille entre dans une nouvelle phase. Mais Pierre n'a plus peur. Sa voix a porté, les graines sont plantées, le mouvement a lancé. Morrison peut bien essayer de l'arrêter maintenant. L'idée de l'autonomie a pris racine dans trop d'esprits pour être déracinée. « Mes amis, dit-il à l'Assemblée, nous venons de prouver que la parole libre reste l'arme la plus puissante contre tous les systèmes d'oppression. » Thomas approuve. « Et maintenant ?» Pierre regarde l'horizon où s'allument d'autres lumières, d'autres foyers, d'autres communautés naissantes. « Maintenant, nous préparons l'avenir. Car nous ne sommes plus une expérience isolée, nous sommes le début d'une révolution. »